Donc, dans le cycle sur l'embryon et le fœtus, on m'a demandé d'intervenir pour expliquer comment les différentes sociétés se représentent la conception des enfants. Donc, ce sont des représentations collectives qui sont liées à des rapports entre les sexes, qui sont liées aux formes de pouvoir. Vous allez voir que ce qu'on fait dire à l'enfant, c'est quelque chose qui vise l'ordre social et cosmique. Donc, l'anthropologie comme discipline scientifique s'est constituée, il faut le dire, avec l'expansion coloniale européenne, la découverte de centaines de sociétés de langues différentes, d'organisations sociales différentes, avec État, sans État, tribal, etc. Vous êtes bien placé aujourd'hui pour savoir ce que c'est qu'une tribu, on en parle tous les jours. Irak, Taliban, etc. Et les représentations, bien entendu, de ce que c'est un processus de fabrication d'enfants, eh bien, ces représentations varient énormément, selon les religions, selon les rapports de parenté aussi. Qui va s'approprier l'enfant après la naissance? C'est fondamental comme question. Donc, si vous voulez, cette discipline, l'anthropologie, c'est une discipline qui s'est constituée dans l'exotisme, bien sûr, mais aujourd'hui, on l'applique à la France et à l'Europe. Et donc, elle est fondamentalement comparative. Elle nous explique des transformations de représentation et on essaie de comprendre si ça a un lien avec la forme de l'État, la forme de la religion, etc. Il y a 5 grandes questions existentielles que toutes les sociétés se posent. Je ne vais pas vous les énoncer, mais la première, c'est toujours celle-ci. Qu'est-ce que naître? Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que mourir dans une société pour un individu? Étant donné que la mort n'est pas la fin de la vie. Dans aucune société, la mort n'est la fin de la vie. Quelque chose subsiste au-delà et qui fait partie de l'individu. Quelle que soit la religion, c'est un universel, si vous voulez, des représentations humaines. Donc, quand j'écrivais ce livre, Métamorphose de la parenté, j'ai comparé tous les systèmes de parenté qu'on connaît aujourd'hui et un peu les rapports avec l'État, avec l'absence d'État. Et je me suis intéressé à un moment très précisément comment les gens se représentent ce qui apparaît dans la parenté, un enfant, quoi. Et quels sont les droits que les adultes qui se disent ses parents vont avoir sur cet enfant et les devoirs, bien sûr. Donc je me suis mis à comparer 32 sociétés. C'est quand même du boulot, Et on se descende par rapport à l'Europe catholique ou chrétienne. Il faut se plonger dans d'autres univers, sinon on a toujours le nez dans le guidon. Bon. Et alors j'ai choisi, bien sûr, parmi les 32, 13 sociétés d'Océanie, parce que j'ai vécu des années en Océanie, en Nouvelle-Guinée, et je suis responsable d'un centre de recherche là-dessus. Donc. Mais j'ai comparé avec l'Afrique, l'Asie, etc. Et alors, au bout de 2 ans de boulot, à ma surprise, j'étais obligé de conclure. Aucune des 32 sociétés ne pensait qu'un homme et une femme suffisaient à faire un enfant. Donc c'était une conclusion qui n'était pas, je puis vous le dire, avant même ma recherche, parce que parfois il y a des chercheurs qui savent d'avance ce qu'ils vont trouver. Là, ce n'était pas le cas. Et partout, quel que soit le type de système de parenté, je vous en parlais, et de religion, ce que font un homme et une femme, c'est de fabriquer un fœtus. Et ce fœtus, si vous voulez, n'est pas encore un enfant. Et pour que cet fœtus devienne un enfant, il faut... Alors vous voyez que ça n'a rien à voir avec les représentations scientifiques, mais jusqu'il y a quelques dizaines d'années, qui savait que XX c'est un garçon, XY c'est une fille, XY c'est une... etc. Personne ne savait rien, tout ça. Et la science n'intervenait pas dans la construction des représentations. Donc j'ai comparé ces sociétés, et je vais commencer par une société qu'on appelle les Inuits aujourd'hui, mais autrefois on les appelait, d'un terme qui est interdit maintenant, les Esquimaux. Donc les Esquimaux vivent, vous savez où c'est, nord du Canada et Groenland, société de chasseurs-cueilleurs, autrefois collecteurs, donc des gens vivant dans des conditions écologiques difficiles.
et qui aujourd'hui sont sédentarisés, etc. Ils vivent dans des villages, ils ont des skidoo, etc. Ils ont beaucoup changé en un siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils se représentaient avant la christianisation. Il faut toujours penser à retrouver les représentations des sociétés avant que l'islam arrive, le christianisme arrive, hein, parce que ce sont des religions, disons, universelles qui détruisent les religions locales à chaque fois, hein. Enfin, ils arrivent avec la prétention de se substituer à une religion locale. Souvent, ça ne donne pas une substitution totale, mais des mixtes locaux, des mixtures locales. Alors, qu'est-ce qu'un enfant pour un Esquimau? Je dis ça, bon, ce terme est dérogatoire, comme on dit. C'est le produit, bien sûr, d'une union sexuelle entre un homme et une femme. Ça vous frappe pas, ça, non? Alors, qu'est-ce que fait l'homme? Qu'est-ce qui est censé faire l'homme? L'homme fabrique le corps, mais surtout la charpente, c'est-à-dire le squelette. Avec le sperme, on construit, hein, le squelette de l'enfant. La femme fonctionne de telle sorte qu'avec son sang, elle fabrique la chair et la peau de l'enfant. Donc, dans le ventre de la femme, le fœtus prend forme et reçoit des composants, des substances, des composantes de son corps, des deux père et mère. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fœtus n'a pas d'âme. Il n'est pas animé. Et il va commencer à s'animer dans le ventre de la femme quand ça commence à donner des coups sur le... Bon. Alors, qu'est-ce qui fait ce boulot-là? Qu'est-ce qui introduit l'âme? Pour les Esquimaux pré-chrétiens, c'était Silla. Silla, c'est un dieu, c'est le maître de l'univers. C'est le souffle du vent, c'est le souffle cosmique. C'est aussi l'intelligence du monde. C'est un dieu qui a l'intelligence du monde. Donc, dans le corps du fœtus, à la naissance, Dieu, le dieu, Silla, introduit une bulle d'air. Cet air, c'est un élément du souffle cosmique qui devient le souffle de l'enfant. Donc déjà, par son souffle, l'enfant est une partie du cosmos. Deuxièmement, à l'intérieur de cette bulle d'air, il y a une âme, introduite donc par le Dieu. Et cette âme va grandir au fur et à mesure que le corps de l'enfant va grandir. Cette âme, c'est le double du corps. C'est-à-dire que ça peut quitter le corps, mais surtout ça va quitter le corps sans disparaître, écoutez bien, à la mort de l'individu. Et donc, l'âme rejoint le lieu des défunts. Bon, donc on arrive à la naissance avec un enfant qui a un corps, qui a un souffle et qui a une âme. Mais ce n'est pas encore un enfant esquimau, pas encore un enfant social. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nom. Donc l'enfant ne commence à exister socialement que quand il reçoit un nom, ce qui ne vous étonne pas, non? Mais attention, chez les Esquimaux, les noms sont des âmes. Si vous donnez un nom, vous donnez en même temps l'âme de celui qui portait ce nom. Alors, de sorte qu'un individu peut avoir plusieurs âmes, son âme intérieure qui va grandir quand il va grandir, qui va le quitter après la mort, et toutes les âmes noms, tous les noms qui sont des âmes et qui l'enveloppent de l'extérieur et qui lui donnent une identité. Alors, comment les parents choisissent-ils les noms de leurs enfants? C'est ça qui est intéressant. Ils choisissent les noms de personnes décédées dans le campement, avant la naissance, pendant que la femme était enceinte. Et souvent, des vieilles personnes, avant de mourir, désignent déjà dans quel ventre elles veulent se réincarner. De sorte qu'un enfant n'est jamais un commencement absolu. Un enfant, par ses noms, c'est plusieurs défunts qui commencent et qui veulent revivre en lui. Alors, les parents, ça a beaucoup frappé les Européens, les observateurs. On a un phénomène tout à fait étonnant qu'on a appelé le troisième sexe, et je vais vous expliquer. C'est qu'une femme est enceinte,
une copine à elle, il faut le dire, ce n'est pas seulement des parents, une amie à elle meurt, elle lui donne le nom. Mais elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Donc elle lui donne un nom de femme. Et qu'est-ce qui sort? Un garçon. À partir du moment où le garçon naît, on lui donne, il a son nom, et on l'habille en fille. On l'habille en fille jusqu'au moment où il aura sa puberté. Donc c'est pour ça qu'on a appelé troisième sexe. Et il apprend tous les métiers féminins. Seulement, le moment où il a sa puberté, il faut qu'il rentre dans l'ordre. Il doit apprendre à tuer son premier gibier, et s'il n'a pas appris, il faut qu'il apprenne très vite, là. Et il passe d'un sexe à l'autre. Alors, imaginez maintenant le complément. Une petite sort, elle avait reçu le nom d'un homme, on l'habille en homme, et elle va apprendre jusqu'à sa puberté, ses premières règles, à chasser. Au moment où elle a ses premières règles, basta, terminé. Il faut qu'elle apprenne vite à se comporter en femme. Donc vous voyez ici que le nom, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, on s'adresse, alors d'où les choses qui ont étonné les missionnaires, les fonctionnaires, les militaires, les universitaires et autres terres. On voit une femme qui s'adresse à sa fille en disant « Bonjour ma mère ». Parce que, en fait, c'est sa mère qui a revécu dans la fille. Donc là, les Européens sont complètement perdus. Ça ne va pas, ces types sont un peu... Bon, très bien. Alors, donc, en fait, vous voyez que là, ce sont des représentations imaginaires. Vous comprenez bien que, de même que en France, au Moyen-Âge, je vous en reparlerai tout à l'heure, la représentation d'un enfant est purement imaginaire. Hein. Il n'y a pas un pouce de scientifique là-dedans au sens moderne de la science. Et donc, voilà le statut de l'enfant. C'est un enfant qui est fabriqué par les parents comme fœtus. Il est fait comme enfant par un dieu qui lui donne une âme, un souffle. Il est ensuite transformé en enfant social de la société des Esquimaux en recevant des âmes non qui l'enveloppent et qui lui donnent une identité. Alors, ce qui est très paradoxal, parce que ça n'arrive pas partout dans les sociétés où c'est des anciens qui se réincarnent dans des nouveaux, toute sa jeunesse, on va lui parler des hauts faits ou de la vie de la personne qu'il réincarne, de sorte qu'il arrive à s'identifier. Bon, chez nous, si on avait deux personnes en nous, ça va, la salpêtrière, rapidos, enfin... Il y a un problème de schizo, là. Non, les gens ils vivent très tranquillement, ils savent qu'ils sont eux-mêmes et puis plusieurs autres à la fois, et ça ne leur empêche pas de boire de la bière, de conduire un skidoo et tout ça. Parce qu'ils se vivent sur un mode cosmique et social. Alors évidemment, l'idée d'une réincarnation d'une âme autre que la vôtre dans votre corps, ça ne plaît pas au christianisme. Hein. Vous comprenez pourquoi, je vous expliquerai tout à l'heure. Et à d'autres religions non plus. Donc, vous voyez, première société, un homme et une femme, chez les Inuits, si on peut dire, eh bien, ils ont construit un enfant, ils lui ont pas donné le souffle, ils lui ont pas donné son âme, mais ils lui ont donné une âme sociale, et c'est pas eux qui ont inventé cette âme sociale. Ce sont toutes sortes d'ancêtres portant le même nom. Par exemple, Maurice Godelier, il y en a 10, 12, le long des siècles, et normalement, je devrais incarner tout ça dès que j'ai reçu ce nom-là. Très bien. Alors, donc, regardez aussi que l'individu, pour nous, dans nos sociétés individualistes, vous savez bien que chacun d'entre nous c'est absolu, hein, comme la vodka, absolu. Je suis une singularité absolue. Bon. On y croit, quoi, à ça. Ben là, non. L'enfant n'est pas le point de départ absolu de lui-même. Il est la continuité d'êtres différents qui continuent à travers lui et qu'il va faire continuer. Car lui aussi donnera des noms, etc. etc. Donc ce n'est pas la même conception non plus de l'individu face aux autres et face au monde. Je prends une deuxième société, là où moi j'ai vécu 7 ans, donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Barouillas. Donc nous sommes là dans la haute montagne à l'intérieur de la Papouasie, la jungle, et je suis arrivé 7 ans à peu près après les premiers contacts. Donc vous voyez que la chance extraordinaire pour un anthropologue d'arriver
Et 7 ans avant, premier contact signifie quoi? Attention, c'est pas un contact bonjour, ça veut dire l'armée australienne arrive, établit un fortin, fait travailler les gens pour faire une piste d'aviation parce qu'on n'est pas au temps de Cortés. Et ensuite, à partir du moment où il y a ça, une petite garnison, on interrompt toutes les guerres tribales. Donc les types, c'est fini, ils ont perdu leur souveraineté sur leur territoire, ils n'ont plus le droit de faire la guerre. Ils deviennent automatiquement des sujets de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, mais ils découvrent qu'ils sont devenus sujets de la Reine d'Angleterre. Ce qui est assez difficile à comprendre au départ, non? En plus, j'ai été témoin d'une scène extraordinaire. Il y a un de mes copains, Barouya, qui a tenté de se suicider un jour. Ça arrive assez fréquemment. Au moment où il se pendait, un de ses amis avait senti ce qu'il allait faire et donc est arrivé la nuit de couper la corde. Bon. Et l'affaire a été rapportée par un chef de village à l'officier australien qui immédiatement a fait arrêter le gars qui avait été sauvé du suicide. Bon, à ce moment-là, j'ai été le trouver, j'ai dit, mais pourquoi tu l'arrêtes? Dans le droit anglais, aucun sujet britannique n'a le droit de se suicider. La vie appartient à la reine d'Angleterre. Donc je suis obligé de le mettre en prison. Donc c'était très difficile d'expliquer à un Barouya qu'il était devenu sujet de la reine d'Angleterre, qu'il avait commis un crime vis-à-vis du droit anglais en vivant en Papouasie et que maintenant, parce qu'il était sain et sauf, il allait devoir aller en prison. Passons. Alors là, nous sommes dans une société différente. On est à l'intérieur de Nouvelle-Guinée. C'est une société, je ne vous ai pas parlé du système de parenté esquimau, mais écoutez bien, le système de parenté des Esquimaux est le même dans sa structure, je parle avec des termes un peu abstraits, que celui des Français. Personne ne le savait. Même terminologie, même façon de poser le problème. Un enfant dépend aussi bien de son père que de sa mère. C'est-à-dire, le nom est donné, mais en même temps, on sait qu'il appartient aux deux lignes du côté de la mère et du côté du père. Bon, ici, moi j'ai vécu 7 ans dans une société strictement patrilinéaire. Les enfants appartiennent seulement au clan du père et pas au clan de la mère. Donc ça structure totalement différemment la famille et les responsabilités des adultes, et quels adultes d'ailleurs, vis-à-vis des enfants. Bon. Dans cette société, il n'y a pas d'État. Hein. Je suis arrivé 7 ans après le premier contact, et l'État qui était là, c'était l'État australien, donc un État colonial, quoi. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant. Et donc, pas d'État, mais des clans. Bon. Et comment se pratique le mariage? Avant donc de faire des enfants, en général, il faut, dans beaucoup de sociétés, se marier. Ce n'est pas une obligation. Hein. Le mariage n'est pas universel. Hein. Soyez calmes. D'ailleurs, ça se voit en France. Il y a 3 millions de familles qui sont en union libre. Donc, il n'y a pas de mariage là. Bon. Donc, ce n'est pas seulement chez les sauvages qu'on trouve ça. Et donc, je reviens donc à des choses précises. Là, le mariage se fait selon, ça ferait plaisir à Lévi-Strauss, l'échange strict des femmes entre des clans. C'est-à-dire, pour me marier, je dois avoir une sœur, l'échanger contre une femme. Si je n'ai pas de sœur, attention, je suis dans un clan. Avoir des sœurs, c'est... Tous les filles des frères de mon père sont mes sœurs. Donc, j'ai un paquet de cousines qu'on n'appellera pas cousines là-bas, mes sœurs. Donc, et si par malchance, j'ai plus d'oncles, j'ai plus de cousines, eh bien, je me marie et je dois donner ma première fille au clan de ma femme. C'est-à-dire la première fille que ma femme va faire va retourner dans le clan de sa mère. OK? C'est ce qu'on appelle l'échange direct des femmes entre des clans. Bon. Donc voilà la structure du mariage. Échange des femmes. Alors comment est représenté un enfant? Comment les gens se représentent la conception d'un enfant? Alors pour eux, c'est ceci. La femme, c'est un sac. L'utérus s'appelle gilia. Ça veut dire un sac. Donc la femme, alors que de l'autre côté, vous avez entendu avant, la femme par son sang, on n'a jamais vu du sang se transformer en enfant. Hein, mais vous voyez les représentations. Ici, la femme n'est qu'un contenant. Et qu'est-ce qui fait l'enfant? Le sperme. Donc là, nous sommes dans une société
patrilinéaire, où le sperme fait quoi? Attention, fait le fœtus. Donc il fait le sang, les os, la peau, mais il y a un mais. Il ne fait pas les doigts des pieds et des mains. Il ne fait pas le nez qu'on va percer aux initiations. Il ne fait pas un fœtus complet. Alors, vous discutez avec les gars, ils vous disent, alors, bon. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui finit le boulot, là? Il dit, c'est Nila. Nila. Nila, ça veut dire le soleil. Donc, le soleil, c'est un dieu, c'est une divinité pour eux. Ils l'appellent d'ailleurs Numwe, ça veut dire père. Père, vous entendez? Donc, et c'est le soleil qui, à l'intérieur du ventre de toutes les femmes enceintes, finit le boulot. Mais alors, regardez, les doigts pour un chasseur, les pieds, chasseur, collecteur et tout ça, et le nez, parce que c'est là qu'on va faire un trou et mettre les insignes de l'initiation. Bon, les gens sont initiés. Donc, maintenant, le soleil, alors vous voyez ici, c'est pas ni là le souffle cosmique qui était le vent, maintenant c'est le soleil. Hein. D'ailleurs, il y a deux théories. Moi, j'ai été initié dans les initiations, donc les initiés savent que la Lune, c'est un homme, c'est le frère cadet, mais les femmes, enfin, les non-initiés, vous, quoi, vous pensez que la Lune, c'est une femme et que le Soleil, c'est un homme. Eh bien, gardez votre idée pour vous, mais nous, les initiés, nous savons qu'au sommet, il n'y a que des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc le Soleil, lui, donc, complète le fœtus et il lui donne son souffle. Ah, ok, ça encore une fois, voilà un être supérieur à moi, à vous, qui vient faire le boulot, mais il manque quelque chose. Il a le souffle, hein, ça bouge, mais il n'y a pas d'âme. Donc encore problème, l'âme. Alors, pour les Barouillas, l'âme, ça vient lentement. Je vais vous expliquer comment. Pendant 1 an, la femme garde l'enfant, le père, ça a beaucoup changé hein, maintenant, mais moi j'étais là au début, il y a 30 ans déjà. Le père ne regarde pas l'enfant. Pendant des mois, c'est la femme qui le nourrit, au sein d'ailleurs, hein, il n'y avait pas de lait en poudre et tout, hein, c'est pas. Et on attend qu'il survive. S'il meurt avant 1 an, avant qu'il ait reçu son nom, la mère l'enterre dans un coin. Et il n'est pas encore complet. Vous voyez? Mais quand il a reçu son nom, alors il est enterré sur les terres de chasse et d'agriculture de son père, clan patrilinéaire. Hein? Bon. Alors comment ça se passe? Donc quand il se donne un délai, si vous voulez, un délai de survie, quoi. Et après arrive la cérémonie où on donne un nom. En fait, on donne 2 noms. On donne un nom de non-initié, et dès qu'on a des gens comme moi, parce que j'ai été initié, dès qu'on connaît ce nom, on connaît déjà le grand nom qu'il va porter lorsqu'il sera initié à partir de 9 ans. Mais lui, le petit, il ne sait pas. Hein. Il a un nom, il joue dans la rue, si on peut dire, il n'y a pas de rue. Hein. Et bon, il ne sait pas, mais après, il aura un 2e nom. Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait important. Quand il a son nom, c'est aussi une âme. C'est là qu'en plus du souffle, il a une âme. Et ce nom, c'est un ancêtre. Et cet ancêtre, donc, retrouve encore sa place dans le corps d'un vivant. Mais seulement à la différence des Esquimaux, il ne sait pas la vie de cet ancêtre. Il n'est pas envahi par cette vie. On ne lui en parle pas. Il porte son nom, Godelier, Maurice. Il s'appelle un nouveau Maurice Godelier. Un nouveau Maurice Godelier. Tous les 3 générations en général, d'ailleurs. Donc, si c'est une fille, c'est un nom du clan, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qui commence à distinguer les Barouillas du cas précédent. C'est que quand la femme sent que ça bouge, il baise beaucoup. Bon, pourquoi? Parce que non seulement le sperme fait l'enfant, mais le sperme nourrit le fœtus.
Donc, alors que chez nous, on dit calme-toi, arrête un moment, enfin, fais pas, etc. Et monte pas à cheval. Là, plutôt, ils ont une période d'intense activité, nourricière, bien sûr. Bon, c'est comme ça. Hein. Alors, le père est le monsieur est donc un père nourricier. Mais ça commence tôt. Ça commence dans le ventre de la femme. Bien. Attention, les choses sont maintenant plus compliquées et je vais vous faire intervenir maintenant des rapports politico-religieux. Parce que moi, ce que je viens de vous faire voir, c'est un monsieur et une dame qui se marient, ok, ça fait partie de la parenté, échange de femmes entre des clans, des rapports de parenté s'instituent, des alliés, on s'allie, quoi. Puis après, on a des consanguins. Attention, le mot consanguin, je vous dirai tout à l'heure, c'est un mot latin, consanguinitas. On ne peut pas l'employer lorsqu'on est dans d'autres sociétés, mais enfin, passons, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, l'enfant est né, l'enfant a une âme, mais pour les garçons, il y a un destin différent des filles. À partir de 9 ans, tous les garçons de la même génération sont arrachés au monde féminin, complètement. Les mères apportent, c'est des rituels extraordinaires d'ailleurs, et les mères apportent leurs enfants, tous les mères qui ont des enfants de cet âge-là, enfin, ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont pas non plus de montre, hein, donc en gros 9-10 ans, quoi. Le petit, on l'habille très beau, très bien, cap d'écorce et tout, et on l'amène, et là il est pris par un jeune homme d'une 17-18 ans, un jeune guerrier non marié, et il est emmené à travers un couloir immense, enfin 100 mètres, comme un vagin immense. Il est emmené dans le monde des hommes, et le long du chemin, il y a une 50aine d'hommes qui le tapent, l'enfant et le porteur, avec des épineux. Je vous assure, c'est pas de la jouissance. Hein. Quand les deux arrivent, ça coule le sang. Hein. Et là, le gars, le petit, il est pétrifié, il pisse par terre. Et il est sorti du monde féminin, entré dans le monde masculin. Et il va rester 10 ans. Pas droit de voir sa mère, à peine le droit d'entrevoir ses sœurs. Il va vivre dans un monde entièrement masculin, jusqu'à 20 ans, où il va sortir du monde masculin pour épouser une petite, qui d'ailleurs lui a été destinée sans qu'il l'ait choisie. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour les garçons, il faut vous compreniez ce que ça veut dire maintenant, une initiation. C'est une renaissance. C'est une deuxième naissance. Il faut que les garçons naissent une deuxième fois, et cette fois sans les femmes qui foutent la merde. Voilà. Il faut donc les faire renaître par les hommes sans les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont source de pollution. Vous avez déjà entendu parler, non? Quand j'étais petit, j'ai déjà un certain âge, ma grand-mère ne pouvait pas, etc., faire les confitures et le reste. Bon. Ça a beaucoup disparu maintenant. Mais là, le sang menstruel des femmes a un nom spécial. Il y a le sang et le sang menstruel. Il y a le sang pour un homme et une femme, mais le sang menstruel de la femme est indiqué et ça c'est un signe. Bon, pourquoi? Parce que son sang va mettre un désordre cosmique, un désordre social, etc. Et surtout, affaiblit la force des hommes. Donc eux, ils ne baissent pas pendant les règles, hein, je peux vous le dire. C'est la terreur même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les petits sont arrivés dans le monde masculin. Eh bien, ils vont passer par 4 stades d'initiation. Et pendant les 2 premiers stades, mettons de 9 ans à 15 ans, jusqu'à leur propre puberté, parce que c'est des moments très importants dans la vie des gens, la puberté, filles et garçons, eh bien, ils vont vivre en couple homosexuel avec des gars de 15 à 20 ans. Pourquoi? Alors, vous voyez que c'est pas parce que c'est pas la Gay Pride. Hein. Je vais vous expliquer tout de suite. Faites pas le... Et en plus, pourquoi? Parce qu'on doit de temps en temps les nourrir avec du sperme
des garçons de 15 à 20 ans qui n'ont pas baisé encore. Donc, ils disent pas ça, il faut être anthropologue, hein, parce qu'ils ne disent pas ça aux missionnaires qui passent, ni aux fonctionnaires. Et puis même un journaliste de Libération n'y arriverait pas. Hein. 15 jours en courant, ça ne va pas, ça. Donc, enfin, donc, il faut quand même beaucoup d'années pour que les types vous expliquent. Hein. Il faut avoir confiance. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Hein. Alors, je vous raconte ça parce que vous êtes apparemment tous plutôt d'Europe, quoi. Mais si vous étiez néo-guinéen, je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit, en dehors de la tribu, de dire ce que je viens de vous dire. Sauf, disent-ils, à des Noirs évolués. C'est-à-dire ministres, pasteurs protestants, bon, mais surtout pas une femme noire. Ça, terminé. Bon, alors donc, vous voyez, vous en savez déjà beaucoup plus que vous ne le méritez presque. Donc il y a une homosexualité, mais c'est pas comme chez nous. D'abord, il n'y a pas de sodomie. Ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, ils savent maintenant parce que quelques Blancs sont arrivés avec des désirs très pointus. Et ils ont découvert ainsi qu'il y avait plusieurs parties du monde. Mais ils n'ont pas aimé, hein, pas du tout. Donc c'est en fait la donation, on peut dire, une donne, la substance. Quel est mettez-vous dans leur représentation. Ils donnent les jeunes gens qui n'ont jamais eu de contact avec une jeune fille, avec une jeune femme, leur sperme, c'est la vie. C'est la vie pour les enfants. Hein, c'est la vie, quoi, pour eux, dans leur conception, puisque le sperme fait tout. Et en plus, c'est la force pour des guerriers. Donc, qu'est-ce qui donne à un gamin la force et la vie? Sans les femmes. Bon, vous voyez aussi que cet imaginaire est au service de la domination masculine. Hein. Bon, mais à partir du moment où ils sont mariés, qu'ils ont fait l'amour avec une femme, impossible de mettre son sexe dans la bouche d'un garçon. Impossible. Donc, fini l'homosexualité. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette homosexualité, c'est une homosexualité politique. C'est la construction du pouvoir des hommes sur les femmes. C'est politico-religieux. Nous, les Européens, on sépare enfin en France en tout cas, on sépare le politique du religieux. Merci d'ailleurs, j'en suis très heureux. Mais dans beaucoup de sociétés, c'est des rituels qui sont à la fois de pouvoir et de rapport avec les dieux, quoi. Hein, c'est un mélange. Donc vous voyez ce que ça veut dire, c'est que cette homosexualité masculine, c'est une deuxième naissance pour les garçons, dont le corps devient, alors vous comprenez, de plus en plus masculin, puisqu'il absorbe de plus en plus de substances masculines. Et donc, jusqu'à 20 ans, il faut construire un corps masculin qui est un corps plus lourd, plus fort, de guerrier, etc., etc., etc. Et donc, c'est un rapport politique, quand même. Hein. Bon. Et ils ont poussé très loin le bouchon, parce que moi, je suis très copain avec les Baroya, donc je vais vous raconter comment on peut pousser le bouchon de la domination masculine assez loin. Hein. Les gens se marient, le village entier participe à la construction de la maison, c'est important. Hein, les hommes du clan du mari font la maison et le foyer où on va manger, nourriture. Aucune femme n'a le droit d'enjamber le foyer. Son sexe s'ouvrirait sur le feu. Le feu, c'est les aliments vont dans la bouche d'un homme. Et les femmes n'ont pas le droit d'aller dans le fond de la maison, mais doivent toujours rester au bord. Donc, ce n'est pas la tarte, la domination masculine. Hein. Elles doivent rester du côté de la porte. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, vous arrivez là, vous êtes invité dans une maison, on vous fait asseoir, vous ne voyez pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a une ligne invisible, féminin, masculin.
Mais alors, le top niveau, parce que là, je leur ai dit au barouilla, vous faites fort, hein, quand même. En langue barouilla, c'est dire vous faites fort, c'est intéressant aussi, vous savez. Et donc, les premières semaines qu'un jeune couple s'est marié, ils ne font pas l'amour. Ils attendent que la maison, l'intérieur de la maison, toute neuve, enfin c'est une case, hein, l'intérieur soit noir de suie du nouveau foyer, hein, le noir de la suie d'un feu. Et quand les parois sont tapissées de la suie, alors ils ont le droit de faire l'amour pour la première fois. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant quelques semaines quand ils sont couchés, si on peut dire? J'étais pas là, hein, le tiers exclu quand même, non? Ben, qu'est-ce que fait? Et là, vous allez comprendre maintenant le lien. L'homme et la femme fait la fellatio au garçon. Bon. Et c'est pour ça qu'après, il ne peut plus faire à un petit. Mais pourquoi? Donc, à part le plaisir de ce que vous comprenez, et c'est très bien d'avoir du plaisir là-dedans, il y a une représentation théorique quand même. C'est quand, nourrissant la jeune fille pendant plusieurs semaines, il lui stocke dans les seins le lait qu'elle va donner à leurs enfants. Donc j'ai dit, vous faites fort les gars, parce que si le sperme se transforme en lait, vous allez très loin dans la domination masculine. Donc ils ont quand même compris, parce que ça les a fait rigoler, mais pour eux, ça leur semble évident. Donc vous voyez comment l'occupation du corps d'une femme part... Alors évidemment, en même temps, c'est érotique, ça doit leur faire du bien quand même, non? Pas de problème. Mais en même temps, je peux vous faire... Si vous réfléchissez à ce que ça veut dire en termes théoriques, scientifiques, ça veut dire que un rapport imaginaire, parce que c'est imaginaire, on n'a jamais vu du sperme ni du sang menstruel faire un enfant comme ça directement, je veux dire ça. C'est une imagination, hein, vous comprenez. Cet imaginaire devient un rapport réel à travers la fellatio. La fellatio, c'est une sorte de pratique symbolique, mais réelle en même temps. Alors, donc, ils y croient. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un rapport pratique qui met en scène et en acte de l'imaginaire pur. Alors après, aller casser l'imaginaire, c'est pas de la tarte, hein. Donc, alors, je reviens ici. Bon, vous avez encore vu un deuxième schéma. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous en raconter plusieurs, parce que j'ai au moins 5 sociétés, donc vous allez perdre le souffle. Mais il faut passer à des systèmes matrilinéaires, parce que là, vous allez un peu être désarçonné, là, un peu. Donc, vous avez à nouveau vu l'intervention d'agents supérieurs en puissance à l'homme et à la femme. L'homme, déjà, ici, est supérieur en créativité à la femme, puisque c'est un sac, il faut lui donner du lait maternel, etc. Il y a donc le soleil, un ancêtre, et un homme et une femme. 4 agents pour faire un enfant socialisé. Avec le statut, je suis un barouilla, je suis. Une identité sociale, et politique d'ailleurs. Alors je vais vous donner un exemple, je vais shifter, comme on dit, je vais passer à une société matrilinéaire. Bon, comme vous ne savez pas ce que c'est, et que vous confondez matriarcat avec matrilinéaire, et je vais vous arranger les choses. Parce que, en général, c'est comme ça que ça se manipule. Dans les sociétés matrilinéaires, les enfants n'appartiennent pas au mari de la dame. Ils appartiennent seulement à la mère et aux frères de la mère. Frères, il peut y en avoir 12, hein, et sœurs, qui sont toutes des mères en même temps. Donc nous sommes dans des sociétés matrilinéaires où il y a ce qu'on appelle un principe de descendance qui passe exclusivement par les femmes, de sorte que les enfants n'appartiennent jamais au mari, donc ce qu'on appelle nous au père. OK ? Ça ne veut pas dire que les femmes dans la société ont le matriarcat, c'est-à-dire le commandement politique de la société. Donc matrilinéaire, c'est de la parenté, matriarcat, c'est du politique. Donc ne confondez pas les deux. Ce qui était une confusion du 19e siècle, hein,
Au début, les femmes étaient présentes, tout était matrilinéaire et matriarcat, puis ensuite on est passé au patriarcat, etc. Tout ça sont des fantaisies théoriques dont il faut se débarrasser. Alors maintenant, comment ça se passe? Je prends l'exemple fameux en anthropologie des îles Trobriand de Malinowski, l'un des fondateurs de l'anthropologie. Bon. Malinowski est un Polonais qui avait fait ses études à Vienne, était sujet autrichien à l'époque 1902. Vous voyez, la carte européenne, ce n'était pas exactement comme maintenant. Il se retrouve en Nouvelle-Guinée, la guerre éclate, sujet autrichien mais polonais, on lui interdit de sortir. Alors, voilà, ça lui a permis de travailler, ce qui est pas mal quand même, non? Donc pendant 3 ans, il a fait du terrain, il connaissait bien la langue, et surtout, il a écrit des livres qui ont traversé l'époque, le temps, parmi les meilleurs livres de terrain, d'observation. Alors qu'est-ce que c'est là? Comment se représentent ces gens-là? Je refais une 3e opération pour vous. Comment se représente-t-il un enfant? La conception d'un enfant, la conception de la conception, ça veut dire comment ils conçoivent la conception. Alors là, c'est très différent. L'enfant est le produit d'un mort qui veut se réincarner. Absolument. Donc, là, les îles Trobriand, c'est en Nouvelle-Guinée, nord-est. Il y a une île centrale qui s'appelle Kiriwina. Et une toute petite île à côté qui s'appelle Touma, toute petite. Et sur cette île sont tous les morts qui vivent. Bon. De temps en temps, les morts en ont marre d'être morts, donc ils désirent se réincarner dans un vivant. Et ils se transforment en spirit child, en esprit enfant. Et ils partent vers l'île de Kiriwina, ils traversent sur les flots. Bon. Là, ils arrivent sur l'île et ils vont pénétrer dans le corps d'une femme de leur clan. Ça peut être un ancêtre mâle, un ancêtre femelle, ça vous fera un petit garçon ou ça vous fera une petite fille. Ils s'arrentent soit par le vagin, soit par la tête. Il n'y a pas de raison, hein, puisque de toute façon c'est imaginaire. Et alors qu'est-ce que ça fait là? Alors, rentrer par le bas ou rentrer par le haut, ça arrive jusque dans l'utérus. Et dans l'utérus, qu'est-ce qu'il rencontre, cet esprit ancêtre? Du sang, le sang menstruel de la femme. Et le fœtus est fait du mixte, du mélange d'un esprit et du sang. Et le sperme, rien. Les enfants, rien du tout. L'homme n'est pas géniteur. C'est seulement la femme qui est entièrement génitrice. Alors, qu'est-ce que fait le monsieur, là? Bon, d'abord, ils font l'amour. Et ils appellent ça percer le vagin. C'est très bien. Et ils disent, dans une société matrilinéaire, vous allez voir, je vous dis ça pour les jeunes filles, particulièrement d'ailleurs, les enfants n'appartenant pas au père, la liberté sexuelle est assez relaxe. On commence assez tôt, vers 14 ans, à faire l'amour, et puis, puisque de toute façon, s'il y a des enfants qui naissent, ils appartiendront jamais à l'homme qui l'a fait, mais toujours à la femme, et donc à ses... Alors, les Européens étaient très excités par ce truc. Comment les filles, une liberté sexuelle, c'est le paradis tropical, enfin, vous voyez le truc. Et en plus, comme ils baisaient très tôt, et assez souvent, semble-t-il, et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'enfants, il y a des tas de Britanniques et autres qui sont venus leur demander le secret. Comment vous faites pour baiser sans avoir d'enfants? Et si vous voulez, il n'y avait pas de secret, paraît-il. Ils leur ont jamais dit. Est-ce qu'il y avait des plantes ou n'importe, ils n'ont jamais dit. De sorte que les Européens sont restés très frustrés. En attendant la pilule, bien sûr. Mais à l'époque, en 1903, ce n'était pas le cas. Hein. Donc, qu'est-ce que donc... vous avez donc un ancêtre qui se transforme en esprit enfant, spirit child en anglais, ou en langue locale s'appelle Waiwaya. Il vient, il pénètre. Mais il ne pénètre pas, il est guidé. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Regardez, cet esprit enfant sur l'eau, vous avez plusieurs femmes qui se baignent, il ne faut pas qu'il se plante. S'il va s'incarner dans un clan différent, ce n'est pas possible. Alors, vous voyez que les théories sont construites pour justement avoir toujours raison. Hein?
il y a l'esprit, des esprits de gens vivants du clan, des Godeliers par exemple. Hein. C'est l'une de mes sœurs qui va devenir enceinte. Donc j'ai mon esprit qui veille, et s'il y a un ancêtre qui arrive, je l'envoie dans la bonne porte. Il faut qu'il n'ait pas à aller se planter dans une femme à côté qui n'est pas de chez nous, là. Voilà. Donc vous voyez qu'une mécanique, il faut quand même que maintenant l'esprit des esprits vivants aide un esprit mort à arriver au bon endroit. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, mélange du sang menstruel, donc mélange du sang menstruel et de ce waya. Bon. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce que fait un homme dans tout ce business-là? Bon, premièrement, il perce la femme, mais ça, elle est percée déjà avant, si on peut dire. Hein. Bon. Ils n'ont pas attendu le mariage pour se percer. Bon. Mais deuxièmement, à partir du moment où la femme, ça bouge, il recommence, comme chez les Barouillas, mais avec une logique de parenté différente. L'homme baise beaucoup, enfin, parce qu'il nourrit le fœtus. Une fois de plus, là, il n'est pas du tout géniteur, alors que du côté chez les Barouillas, il est totalement géniteur, et la femme n'est même pas génitrice chez les Barouillas. Ici, c'est la femme totalement génitrice, et comme chez les Barouillas, il y a quand même un petit rôle, là, c'est en plus, hein, du bonus, c'est le père nourricier. Donc, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que discutant avec, en faisant l'amour beaucoup, il bouche le trou, si on peut dire. Il empêche le sang menstruel de s'écouler dehors, et il fait un amas de sang qui devient l'enfant. Bon. Mais en même temps, comme ils font beaucoup l'amour, c'est très intéressant cette vision, le monsieur modèle le corps de l'enfant. Il modèle ce bloc coagulé de sang, là, il lui donne forme. D'où la théorie qui est très, très surprenante pour nous. Tous les enfants, alors qu'ils n'appartiennent pas à leur père, tous les enfants sont censés ressembler à leur père. Parce que c'est lui qui leur a donné sa forme extérieure, mais pas son contenu intérieur. Si vous dites, oh là là, le petit, comme il ressemble bien à sa mère, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment, vous faites une obscénité. Il faut dire, oh là là, il ressemble à son père, oh comme il est beau, etc. Enfin, toutes les bêtises qu'on dit d'habitude. Mais même quand c'est un père adoptif, ça fait rien. Hop, vous les ciblez et ça marche. Mais il ne faut pas faire de... Donc, vous voyez que l'homme, qu'est-ce qu'il est, lui? C'est un boucheur, hein, un bouchon. C'est un perceur, il perce. Et c'est un nourricier. Donc, il a trois fonctions, perceur, boucheur et nourricier. Bon. Et il n'est pas le géniteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les hommes, comme les femmes, ont du sang, mais leur sang, c'est toujours du sang féminin. Donc, ici, nous sommes dans une société matrilinéaire où c'est la femme qui fait les enfants par son sang, et donc, quand elle fait un garçon, dans le corps d'un homme, c'est du sang de femme. Et ce sang de femme vient de quoi? De l'ancêtre femme originaire, premier ancêtre sorti d'un trou de la terre, avec son frère, et pas avec un mari, et on ne peut pas baiser frère et sœur, là. Hein. Donc, dans cette société, regardez bien, je pousse plus loin encore, dans cette société, comme le père, parce que nous, on dit père, mais on devrait dire comme le mari n'est pas vraiment le père, et que la fille, s'il a une fille, n'appartient pas à son clan, il peut baiser sa fille. Ça sera moins grave qu'un frère qui baise sa sœur. Là, c'est la mort. Donc le tabou d'inceste n'est pas le même, enfin ce qu'on appelle le tabou d'inceste chez les Européens, attention, hein, si je vous fais un jour demander à la Cité des Sciences que je vous fasse une conférence sur l'inceste, je vais vous promener dans différentes sortes d'inceste qui vont vous réjouir. Bon. Mais donc passons sur cette-là, l'inceste c'est fondamentalement entre mère et fils, et frère et sœur. Là, maintenant, un père, un homme quoi, qui baise sa fille, c'est très grave, mais on ne le met pas à mort. On ne le met pas à mort. Les autres, toc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même conception de ce que c'est un homme et une femme dans la conception d'un enfant. Alors, je vais aller plus loin encore, parce que
Je vous choisis des exemples pour vous affoler un petit peu. Une société découverte il n'y a pas très longtemps en Chine. Bon, vous savez qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle des minorités. Il y a, les Chinois sont globalement 1,3 milliard. Donc vous voyez, on a de quoi choisir là. Mais sur les 1,3 milliard, il y a 100 millions de minorités nationales, comme on dit. Minorités sans nation, en fait. Bon. Et ce sont des minorités tibéto-birmanes, ils parlent Han. Enfin, chinois, ça n'existe pas, c'est Han. Donc, ils parlent Han avec les Han, mais ils ont leur langue tibétaine, etc., qui n'ont rien à voir avec. Et depuis l'Antiquité, les empereurs envoient toujours partout dans l'Empire de Chine des expéditions, parce que les grands empires, souvent, font des expéditions pour les peuples tributaires. Donc, ce n'est pas des colonies directes, c'est des tributaires. Bon. Et donc, depuis très longtemps, les annales chinoises disaient « Oh là là, il y a quelques tribus, là, ne sont pas comme nous, ils ne se marient pas, il n'y a pas de mariage chez eux. » Et c'est vrai. Donc, les communistes, ils ont rajouté un coup sur les empereurs chinois. Pour les communistes, il faut se marier et avec une seule femme. C'était la civilisation. Donc, ils en ont rajouté. Pour les Chinois, ce n'est pas évident, ça. Mais pour un Chinois communiste, il fallait rajouter la monogamie. Donc, il y a eu quelques anthropologues qui sont allés chez les Na, ou à côté chez les Mosso, ou chez les... etc. Et la découverte a été assez étonnante. Ce sont des sociétés matrilinéaires, mais poussées à l'extrême, alors que les Chinois sont totalement patrilinéaires et qu'on a aujourd'hui, enfin depuis quelques semaines ça va changer, mais depuis 10 ans, 20 ans, on a tué systématiquement les filles en Chine pourquoi? Non seulement pour réduire la démographie, mais parce que seuls les hommes peuvent faire le culte des ancêtres. Aucune femme n'a le droit de parler aux ancêtres chinois, seulement les hommes. Donc on tue les filles pour avoir un garçon qui cultive les ancêtres, au sens propre. Ceci sous le communisme, avant le communisme et tout ça, ça reste et ça repart maintenant comme... C'est magnifique maintenant. La Chine repart comme un beau... Avec, on achète son cercueil, 1000, 2000 euros, on le met dans son salon, on attend sa mort, on fait venir les voisins et tout. Donc c'est reparti comme avant, bon. Avec des petites différences capitalistes. Bon. Alors là, on arrive, c'est des sociétés subordonnées au Han, mais où il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage du tout. Et on a des matrilignés. Voilà. Ce n'est pas des matriclans, vous allez voir pourquoi. On a des grandes familles, on peut dire étendues, des grandes familles, composées de générations de frères et de sœurs. De frères et de sœurs. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Dans chaque grande famille, il y a 2 chefs. Un chef féminin, un chef masculin. Le chef féminin, souvent une aînée, contrôle toute l'organisation interne, y compris les travaux dans les champs. Et la vie sexuelle de tout le monde. Bon. Les hommes, eux, font du boulot dehors et ils représentent leur lignée devant d'autres lignées dans le village où ils sont en relation avec les autorités mandarines, nales ou communistes. Ils sont donc ils représentent vers l'extérieur. Les femmes dominent vraiment dans l'intérieur. Bon. Mais comment se passe, étant donné qu'il n'y a pas de mariage, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, ça se passe par déménagement nocturne. C'est-à-dire, toutes les nuits, les hommes sortent de leur maison, abandonnent leurs sœurs pour aller baiser les sœurs des autres. C'est sympa quand même, non? Et les femmes n'ont pas le droit de sortir, elles attendent leurs amants, et elles choisissent les amants. Ce n'est pas le gars qui arrive, il faut qu'il demande la permission. Et même il attend son tour. Bon. Donc c'est totalement sous le contrôle des femmes. Totalement sous le contrôle des femmes. Bon. Et les femmes, c'est-à-dire elles sont là, elles choisissent leurs amants, elles peuvent en avoir 2 à la fois. Aux hommes de s'arranger, elles leur donnent d'ailleurs, comme dirait Bush, leur feuille de route. Et bon. Alors, les enfants
Alors, comment sont conçus les enfants dans cette société? C'est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Alors, je vous dis ça, depuis qu'on a trouvé ces gens-là depuis 15 ans et que des anthropologues chinois qui sont venus travailler à Paris, tout ça, ont écrit, ils reçoivent actuellement 100 000 visiteurs touristes par an. Et maintenant, ils sont habillés en costume traditionnel, refait mode. Toutes les maisons sont repeintes et leurs coutumes leur rapportent pas mal de, non pas d'euros, mais de yuan. Pourquoi? Alors, leur conception, c'est ceci. Dans le ventre des petites filles, une déesse, qui s'appelle d'ailleurs Abaogdu, installe des fœtus. Donc ici, on va plus loin encore. L'homme, l'accouplement, ça fait même pas rien, là, du tout. Là. C'est déjà du préfabriqué. Bon. Alors, qu'est-ce que fait l'homme? Alors, ils ont une métaphore que vous allez comprendre tout de suite si vous avez fait du jardinage. L'homme arrose. C'est un arrosoir. Bon. Donc, vous voyez, je vous fais toutes sortes de variétés de masculinité, perceuse, boucheuse et arrosoir. Bon, pourquoi? Parce qu'ils disent que les graines sont là et c'est comme une pluie. C'est pas la pluie qui fait la graine, mais c'est la pluie qui fait lever la graine. Donc, là aussi, ils arrosent beaucoup. Hein. Donc, ce qui est intéressant dans toutes ces sociétés, c'est qu'au moins, font pas tellement de prohibitions sur les actes sexuels. Ils en multiplient parce que c'est efficace, puisque la pluie, ça fait pousser. Hein. Bon. Et donc, c'est donc, une fois de plus, une déesse qui installe et donc, vous voyez aussi que le rapport, c'est une déesse avec les femmes, et ça se passe entre femmes. Si on peut dire la déesse, c'est une super femme. C'est elle qui fabrique les implants, si on peut dire, qui sont là. Et les hommes, c'est la pluie. D'ailleurs, il y a un terme, lorsqu'on est anthropologue, on trouve des trucs qui sont intéressants quand même. C'est quand on regarde dans la langue, il n'y a pas de mot particulier pour séparer sperme et urine. C'est le même mot. Donc vous voyez que les hommes, c'est vraiment de la pluie qui fait le beau temps. Mais bon. Alors là, si vous voulez, qu'est-ce qui est responsable des enfants? Les femmes font des enfants, c'est les frères de ces femmes qui sont responsables avec ces femmes des enfants que les femmes mettent au monde et qui portent le nom de la lignée. Et le pouvoir féminin, là, c'est un pouvoir très fort. Hein. C'est un pouvoir pas seulement Kirche, Küche, etc., méthode allemande, hein, les trois trucs, là, être maîtresse dans sa cuisine. Elle est complète, là, pour l'intérieur. Elle gère les travaux, elle fait travailler ses frères, elle leur donne le boulot à faire et tout. Hein. Bon. Bien, mais c'est intéressant pour ceux qui réfléchissent sur les problèmes de domination masculine, c'est quand même les hommes qui portent les armes et qui font la bagarre à l'extérieur. Donc réfléchissez si vous discutez sur les thèses féministes où s'arrête le pouvoir féminin lorsqu'il est même très très important. Peut-être là où il faut faire couler le sang. Alors, bon, je vais passer là-dessus, parce que maintenant je vais vous donner deux exemples pour vous terminer. On a le temps ou pas? Non? Vous êtes fatigué? Non, parce que j'ai encore deux exemples assez intéressants pour vous, parce que ce que je vous ai dit, c'était très simple, quoi. Hein, les sociétés matrilinéaires, bon, patrilinéaires, tout ça. Bon. Maintenant, je vais prendre deux sociétés où c'est un peu plus compliqué, comme ça va vous exciter un peu. La complexité, c'est toujours intéressant. Alors, je donne une société de Nouvelle-Guinée que je connais aussi, qui s'appelle les Téléfolmin. Bon, ça vivent très haut dans la montagne, près de la Irian Jaya, près de la partie ouest de Nouvelle-Guinée. Ici, c'est indépendant. De l'autre côté, c'est une colonie ou, disons, une dépendance de l'Indonésie. Bon, passons sur la démocratie dans ces pays. Et alors là, c'est très intéressant parce que j'avais un de mes copains, Dan Jorgensen, qui travaillait là et qui posait les mêmes questions que moi. Bon, c'est une société où
le système, on appartient aux deux, il n'y a pas de clan. Hein. C'est comme chez nous, du côté du père, on est rattaché du côté de la mère. C'est fluide et ouvert. Donc, vous voyez, comme chez nous, les Européens, c'est ouvert. Chez nous, c'est le nom du père qu'on transmet, mais c'est déjà terminé. Vous avez une nouvelle loi qui permet à 18 ans de choisir le nom de votre mère. Donc vous pouvez changer maintenant. La France future, c'est fini la transmission du nom du père. Ça va être mélangé, hein, complètement. Bon. Alors là, nous sommes dans une société comme la nôtre où un enfant qui va naître appartiendra aux deux lignées, puis aux grands-parents. Donc vous voyez, ça fait 2 plus 2, ça fait 4, puis... OK. Alors, Jorgensen, bon, on disait... alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant pour... Bon, les hommes disaient, écoute, tout ça, ça nous emmerde. Tes questions, c'est vraiment pas intéressant. C'est des histoires de femmes, ça. Qu'est-ce que tu nous poses des questions là-dessus? Ça nous intéresse pas, nous, les enfants. Ça... Bon. Enfin, sa première réponse. Hein. Oui, oui, le sperme fait quelque chose, oui, mais les femmes font quelque chose. Enfin, bref. Un enfant, c'est le produit des deux, quoi. Bon, à mélanger des substances. Bon, les gars, pas plus ça. Alors après, il pousse un peu, il dit ben oui, mais il y a une âme là qui anime, qui bouge, qui fait bouger là. Oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est cynique. Il s'appelle cynique. C'est un souffle. Oui, mais d'où ça vient? Ben, ça, on ne sait pas, vieux. Ça. C'est pas nous, mais on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui ne vont pas plus loin. Hein. Ne cherche pas à faire des théories complexes. Voilà. Bon. Mais attention, il était donc un peu déçu, mon copain. Ça mène pas loin tout ça. Oui. Bon, ok, mais à un moment, il leur pose la question, mais dites-moi, le sang là, c'est le sang de la femme, c'est le sang menstruel. Ah non, le sang menstruel, c'est pas possible, c'est dégueulasse, c'est honteux. Donc il commence à être hystérique. Bon. Alors il dit, alors il prend la décision d'aller interroger les femmes. Hein? Moi aussi j'ai interrogé les femmes. Hein? C'est pas de la tarte. Hein? Non pas parce que c'est plus difficile qu'avec les hommes, mais les femmes, on ne peut pas les rencontrer comme ça. Et puis il faut qu'elles aient vraiment confiance pour y aller, hein, pour parler de ça. Bon, passons. Alors il va, il pose la question et les femmes, écoutez, c'est pour ça que je voulais absolument vous donner cet exemple, disent oui, les hommes ont dit des trucs, c'est intéressant, oui, oui. Oui, c'est un mélange de sperme. Oui, oui, puis nous aussi, nous avons des substances, enfin, vous voyez, les jus du vagin, enfin, je sais pas quoi, bon, bref. Mais il y avait un problème. Alors là, c'est là que vous allez voir le problème. Dans cette société à domination masculine aussi, malgré qu'il y ait l'ouverture sur les deux côtés, hein, du point de vue de la parenté, maintenant du point de vue politique, c'est une société où, comme chez les Barouillas, il y a d'énormes initiations masculines dont les femmes sont totalement exclues. Et qu'est-ce qu'il y a dans la maison d'initiation? Des os qu'on célèbre. Autrefois, on disait qu'on adore, vous voyez, qu'on prie des... Et ces ossements sont des ossements d'hommes, de grands guerriers. Et les femmes sont exclues du contact avec ces os. Et donc, dès qu'il y a un truc comme ça qui rassemble tous les hommes, vous voyez, comme une communauté, alors que les femmes sont dispersées dans leur famille, vous voyez l'unité politique qui se fait, hein, vous voyez là. En plus, c'est des guerriers, en plus, c'était divisé en deux moitiés, la moitié du tarot, la moitié de l'arc, la moitié de l'agriculture. Bon, au niveau des représentations, des fonctions différentes pour des groupes d'hommes différents, il faut qu'ils s'y mettent. Si par exemple je suis de la moitié, je ne dis pas du clan, de la moitié du tarot, je fais les rites sur... Le tarot, c'est comme les patates douces. Hein. Et en faisant les rites pour que ça pousse dans les jardins de tout le monde, je bosse pour tout le monde. OK? Donc, moi, ma moitié, on est responsable de l'agriculture pour tous, par la magie. Vous avez bien compris, je ne vais pas planter chez les autres. Mais eux, les autres, ils font tous les rituels pour que moi, quand je vais à la chasse, je sois un chasseur qui ait du gibier. Donc ils bossent pour moi. Donc je bosse pour eux, ils bossent pour moi. Donc, complémentaire. OK. Donc déjà, on voit la structure, division complémentaire, pouvoir, mais surtout rassemblement de tous les hommes sur des maisons spéciales
et dans cette maison spéciale, des ossements. Et alors c'est là que je voulais vous le dire, c'est que quand Jorgensen commençait à discuter avec les femmes, première, oui ok, les hommes, ils ont dit des trucs, c'est bien, on est d'accord. Mais on n'est pas d'accord sur un point. Alors ça devient intéressant quand il y a deux versions dans une société, que les sexes ne s'accordent pas, il faut plutôt tendre l'oreille. Hein. Et qu'est-ce qu'elle raconte à mon copain? Eh bien, les hommes ne savent pas. Attention, les hommes ne savent pas. Bon. Les hommes ne savent pas que c'est nous qui fabriquons les os des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduisez. C'est nous qui avons fabriqué les os que ces cons sont en train de célébrer et dont ils nous ont exclus, parce que c'est nous qui les fabriquons. Donc il y avait une version on peut dire une deuxième version. La version des femmes ne correspondait pas à la version des hommes sur un point essentiel. On dit les os, mais vous voyez pourquoi? Les os étant des os d'ancêtres mâles, mais fabriqués par des femelles, des femmes. Et ces os étant ceux d'ancêtres illustres, des grands guerriers, des grands chamans et tout ça, et les femmes étant exclues comme des pauvres, etc., et elles revendiquent que c'est elles qui les fabriquent. Bon. Ça, c'était une grande découverte parce que ce n'est pas souvent dans des sociétés petites comme ça qu'il y a plusieurs théories et un conflit social latent. Alors, le conflit social, je vais vous expliquer. C'est que plusieurs années plus tard, mon copain était toujours là, il est revenu plusieurs fois, c'est un Canadien. La tribu voisine s'est convertie en masse, je passe, au christianisme. Protestantisme, fondamentalisme, Bush. Hein, parce qu'il y a beaucoup de variétés. Moi, je suis inondé de variétés protestantes en Nouvelle-Guinée. Hein. Church of Christ, machin, des dizaines d'églises. Bon. Et un pasteur donc, noir de la tribu voisine, qui s'était converti, est venu pour évangéliser les téléfolmines, parlant la langue, etc. Qu'est-ce qui s'est converti? Rapidos. Qu'est-ce qui s'est converti tout de suite? Très vite, les femmes. N'est-ce pas? C'est intéressant de voir pourquoi souvent les femmes vont se convertir au christianisme beaucoup plus vite que les hommes. Parce qu'on leur dit que devant Dieu, les hommes et les femmes sont égaux. Ça fait plutôt plaisir dans une société où ce n'était pas le discours habituel. Hein? Bon. Donc, vous voyez très bien, bon, en général, les pasteurs restent des hommes. Vous voyez aussi pourquoi, non? Et alors, il s'est passé que, après la conversion de toute une série de femmes, ce pasteur, avec l'appui de ces femmes converties, a fait une chose extraordinaire. Ils sont partis avec ce groupe de femmes et ils ont détruit les os. Ils ont foutu en l'air la maison des hommes avec les os. Et c'est les femmes qui l'ont fait, converties au christianisme. En disant, bien sûr, grâce au christianisme, elles arrachaient, bien sûr, les hommes au diable. Comprenez bien. On leur donnait aussi le mot de passe pour... Vous faites le boulot de christianisation, vous êtes l'avant-garde, arrachez vos hommes au diable. Mais je pense qu'elles ont résolu plusieurs problèmes à la fois. Vous voyez, je sens que c'est pas par hasard que ce soit des femmes converties qui est... Et aujourd'hui, le culte est pratiquement éteint. Alors, dernière histoire pour vous, qui est assez forte aussi, parce que là, je passe dans une société, je vous ai parlé de petites sociétés, maintenant je parle dans une société qu'on appelle Tonga, de grandes îles, grands royaumes, à peine colonisés. À peine colonisés, les Anglais, les Hollandais, tout ça, ont fait des comptoirs commerciaux, mais n'ont pas fait une occupation directe avec violence et transformation, ou avec une transformation comme à Hawaï, le grand royaume d'Hawaï, où les nobles qui étaient très, très, très puissants sont convertis en masse au christianisme et au commerce des armes.
le christianisme et le commerce des armes allant très bien ensemble, d'ailleurs, là. Et ensuite, ils ont établi un nouveau régime extrêmement dictatorial sur leur propre population. Donc, des évolutions très, très différentes. Hein. Bon, ici, nous sommes à une société où il y avait au cœur des aristocraties qu'on appelle tribales. Hein. Et à Tonga, au cœur du système politique, on a le Tui Tonga et sa sœur qui s'appelle Tui Tonga Fafine. Et ça ne va pas vous étonner, leur généalogie les fait descendre directement des dieux. Bon. Le premier Tui Tonga, je vous raconte la légende parce que, en résumé, parce que ça dure longtemps, les aristocrates, quand ils ont des légendes, ça dure. Hein. Bon. Et donc, le roi, enfin le plus grand dieu du ciel, parce qu'il y a un grand panthéon en Polynésie, le plus grand dieu du ciel est descendu sur terre, sur l'île de Tonga. Enfin, l'île de Tonga, il y en a 100 îles autour de Tonga, centrale. Il a trouvé une nana qui était superbe, bien sûr une femme humaine, quoi. Bien sûr une aristocrate, comment c'est possible, avant même que... Bon, passons. Et il lui a fait un enfant. Bien. Cet enfant grandit sans père, et quand il devient un beau jeune homme superbe, il demande à sa mère, il n'arrête pas de lui demander qui était mon père, quoi. Alors elle lui dit, ton père c'est le dieu X qui est là au ciel, et justement, dans l'île, au cœur de l'île, il y a un immense arbre de fer, vous savez, c'est des arbres de bois dur, le bois de fer, droit, et le jeune homme décide de monter, retrouver son père. Il arrive, ses frères, hein, c'était les autres dieux, fils de ce grand dieu, ses frères le voient, le trouvent tellement beau qu'ils sont jaloux et le tuent. Coupe la tête et le dévore. Bon. Le père, le grand dieu arrive, il voit que son fils était arrivé, mais il est déjà bouffé, donc il n'est pas content du tout. Et il force ses fils dieux, écoutez bien, à vomir leurs frères dans un grand plat à kava, c'est la boisson sacrée de toute la Polynésie. Et il reprend la tête, boum, il refait son fils. Mais écoutez bien, réfléchissez. Ce fils qui est prétendument l'ancêtre du Tui Tonga, vous voyez, c'est une très belle carrière quand même, non? Il est entièrement humain, mais comme il a été ingurgité et recraché, il est entièrement divin. C'est un homme-dieu. Son pouvoir politique et religieux, c'est un pouvoir d'un Dieu vivant parmi les hommes. Ça se comprend, on voit la construction derrière, hein, on voit. Et en plus, alors, dans le mythe de fondation, ce qu'on appelle des mythes de fondation, hein, dans le mythe, le Dieu Père, après avoir refait son fils, dit aux autres dieux qui vont rester au ciel, c'est lui maintenant, c'est lui maintenant votre aîné. Vous serez toujours derrière lui. Donc vous vous rendez compte, il a les dieux derrière lui et il est son descendant, évidemment, le centre du royaume. Ok, voilà. Maintenant que vous avez les clés, vous allez raconter la dernière histoire que je vais vous raconter. On travaille à Tonga, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et on recueille comment vous faites des enfants, messieurs, dames. Alors les systèmes polynésiens, c'est des systèmes de parenté très... Nous, on est fluide, mais eux, ils font encore plus. Hein. Regardez, au niveau de mes grands-parents, il n'y a pas de grand-oncle, grande-tante, il n'y a que des grands-pères et grands-mères. OK? Au niveau de mon père et de ma mère, je n'ai pas d'oncle, de tante, il n'y a que des pères et des mères. Au niveau de moi, égaux, je n'ai pas de cousins, je n'ai que des frères et sœurs. Bon. C'est un système, ce qu'on appelle un différencié, bref, passons. Alors les gens disent, voilà comment on fait des enfants,
l'homme avec son sperme fait le squelette, on connaît ça, il y a des dizaines de sociétés qui racontent le même truc. Et la femme, elle fait tout. Le reste, les cheveux et tout ça. Ah, les cheveux, non, ils disent, non, non, ça c'est les dieux qui font les cheveux. Ok, bon, très bien. Mais alors, comment ça s'anime? Ah, mais ça c'est les ancêtres. Les ancêtres et les dieux nous donnent des enfants. Si les ancêtres ne veulent pas qu'on ait des enfants, on n'aura pas d'enfants. Et quand on a un enfant, c'est que les ancêtres sont là, actifs dans l'enfant, et les dieux sont intervenus pour qu'on ait un enfant. Très bien. Donc ça leur permettra plus tard d'être christianisés rapide, ça. Hein. Il suffira après d'expliquer que Dieu baptise en même temps, etc. Bon, ça a été possible. Donc ça, c'est la première version. Et on a là le même coup, l'homme bloque le sang menstruel dans le corps, et voilà, sang de la femme, sperme de l'homme, les os, la chair, etc. Mais on continue à faire une enquête, et là on tombe sur une deuxième interprétation très différente, qui au départ, les anthropologues américains, etc., qui disent « Oh là là, c'est encore plus matrilinéaire que jamais ». Et vous allez voir comment ils se plantaient. Hein. C'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils se plantent. Hein. C'est parce que, bon, premier abord, d'autres gens disent non, c'est la femme qui fait entièrement l'enfant. C'est la femme qui fait entièrement l'enfant. Le sperme, ça sert à rien. Ça nourrit pas vraiment. Dans les sociétés, alors là, on dit, mais alors là, maintenant, la femme, c'est la totale, là. Elle fait tout. Ah non, elle ne fait pas tout. Encore une fois, un arrêt. Ah non, la femme fait tout le corps, donc c'est plus la même version qu'avant. Hein. Mais c'est pas l'âme. Bon, alors les gens ils disent, mais alors qui fait l'âme? Qui anime ce que fait la femme? Parce que la femme, elle fait plus même que dans la première version. Elle fait tout le fœtus, quoi, d'un certain point de vue, et l'enfant, mais sans l'âme. Alors les gens répondent, écoutez, ça devient extraordinaire. Ce qui fait l'âme, c'est le souffle spermatique, je traduis, du roi. Ça veut dire que les pauvres gars qui épousent les femmes font rien du tout. Et que s'ils ont des enfants, c'est parce que le maître du royaume imprègne de son souffle spermatique toutes les femmes. Donc il est vraiment le père du royaume, on peut dire. Hein. Bon. Pas le petit père des peuples, mais là, vraiment le père du royaume. Bien, alors là, c'est plus pareil. Et on a cherché à savoir d'où venait cette deuxième version. Et là, il faut revenir toujours sur des processus historiques, hein, parce que souvent dans ces sociétés-là, on n'a pas d'archives, ils n'écrivent pas. Donc c'est des traditions orales. Dans les grandes civilisations chinoises, hindoues, etc., et européennes, on a des écritures remontant loin. Donc là, c'est des traditions orales. Mais on a pu voir que cette version aristocratique, on peut dire, hein, de la fabrication des enfants, d'un monopole par l'aristocratie du top, là, de la fabrication des enfants dans le ventre des commoners, ce qu'ils appellent les gens du commun, quoi, datait de l'époque où la dynastie du Tuitonga a pris le pouvoir absolu. C'est-à-dire qu'avant, on peut dire la succession au chef suprême passait de frère à frère à frère à frère à frère, plus ensuite retour, fils aîné du frère aîné, etc. Et il y a eu la politique, et à une époque, on doit plus ou moins le 18e et même avant, le lignage du Tuitonga d'aujourd'hui a éliminé tous ses petits copains qui sont cousins et frères, hop, et après, c'est plus du tout passé comme ça, c'est moi à mon fils à mon fils, etc. Monopole du pouvoir, concentration et monopole. Et c'est à cette époque qu'apparaît
Ce mythe, c'est un autre mythe, hein, c'est pas une version plus scientifique que l'autre, où c'est le souffle de ce monsieur, souffle donneur de vie, qui fait. Alors, qu'est-ce que deviennent en même temps les gens? Ils ne font plus leurs enfants. Qu'est-ce que deviennent les gens? Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils ont une âme alors? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent à leur mort? Alors, vous voyez que quand l'autre va monter, le statut des autres va descendre. Bon, à la mort, sort du corps d'un genre de commun, quoi, des gens comme moi, par exemple, un insecte. Donc l'âme se trouve sous forme d'insectes, de coléoptères, n'importe quoi, les gens du commun. De temps en temps, ils sont bouffés d'ailleurs par un rongeur quelconque. Donc à ce moment-là, au moment où la dynastie royale s'empare, si on peut dire, de la fécondité universelle des femmes et des hommes, les gars du commun, eux, ils perdent même le droit de devenir des ancêtres. Et quand ils meurent, ils deviennent des insectes, pas des ancêtres. Et ils peuvent être bouffés. Donc vous voyez que la montée d'ici et la descente de là, c'est quand même des opérations politiques qu'on comprend. Et vous voyez la construction des univers. Des univers. Alors, pour vous terminer, je vais vous terminer sur le christianisme pour que vous soyez contents. Puis là, vous allez comprendre tout de suite. Là. Enfin, j'espère, hein, parce que c'est pas sûr. Comment, dans l'Occident chrétien, hein, indépendamment orthodoxie et catholicisme et protestantisme, passons, mettons-nous dans la perspective du tronc commun. Du tronc commun de ces trois variantes de christianisme. C'est-à-dire au niveau des représentations de base. Bien. Un homme et une femme font un fœtus. Et comment arrive l'âme? Comment arrive l'âme? Elle s'est représentée au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, par exemple, il y a une grande mystique, une moniale qui s'appelle Hildegard de Bingen, qui est à la fois une mystique, sainte, et une peintre. Et elle a peint. Je vais vous dire comment ça se passe. Elle a peint au XIIe siècle, d'ailleurs. Elle représente l'arrivée de l'âme, et elle écrit aussi. Elle commente. Elle écrit, dans un livre qui s'appelle Liber Civias, elle écrit, elle peint, et elle illustre pour tout le monde ce que ça veut dire d'avoir une âme. Et elle dit ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un fœtus? Dit-elle, c'est un homonculus. Alors, homonculus, donc un petit homo, un petit homme, enfin, petit, comme une souris, quoi, mais c'est la forme humaine. Et c'est une forme complète d'homme ou de femme. Mais ça n'a pas d'âme. Alors, le petit être humain miniature là, devient un enfant, et je traduis, quand, par l'ordre secret et par la volonté cachée de Dieu, cette forme complète d'homme reçoit l'esprit, anima, il faut savoir aussi si on traduit par, c'est du latin, c'est anima et spiritus. Il faut voir aussi, hein, je vous passe sur les problèmes de traduction, ce qu'on a dit, l'esprit, l'âme et tout ça, c'est du latin au départ. Hein. Bon, latin ensuite d'église, ensuite c'est... Bon. Alors, je traduis, par l'ordre secret, par la volonté cachée de Dieu, cette forme complète reçoit l'esprit dans le ventre maternel. Donc, c'est là, c'est comme le soleil chez les Barouillas qui bosse quand la femme a encore l'enfant dans son ventre, et donc reçoit dans le ventre maternel à l'instant adapté et fixé justement par Dieu. Alors, donc on retombe chez les Barouillas, hein, seulement à la place du soleil vous avez Dieu. Dieu, attention, en trois personnes, hein, parce que vous allez voir pourquoi maintenant. Et qu'est-ce que l'âme alors? Donc, Hildegard de Bingen
explique qu'est-ce que l'âme, comment ça arrive. Elle dit, voilà, l'âme, c'est une boule de feu, c'est une apparence de boule de feu, donc elle a une vision, elle a vu le truc, quoi. C'est une apparence de boule de feu qui ne présente aucun trait du corps humain. L'âme ne ressemble pas à un corps. Elle ne ressemble pas. Et c'est cette boule de feu qui prend possession du cœur du fœtus. Et elle peint à côté, dans les miniatures, illustrations, vous voyez ce truc du Moyen-Âge, là, on écrit, puis on met un beau dessin, et elle fait un très beau tableau dans lequel on voit une boule de feu pénétrer dans le cœur du fœtus. Et voilà. Bon, elle a choisi le cœur, parce que ça a un sens, le cœur et tout ça. Bon, voilà. Donc vous voyez que, bon, seulement, il y a un petit problème, écoutez, un petit problème. Si vous êtes européen, vous devez aller plus loin que la boule de feu quand même. Parce qu'à partir du moment où la boule de feu, l'âme, est introduite dans le corps, il se passe un sale coup. Il se passe que l'âme va immédiatement se souiller du péché originel. Si vous avez oublié ça, vous n'êtes pas très européen et pas très chrétien. Pourquoi ça? Alors, revenons au péché originel qui a fait couler 2000 ans. Le péché originel, ça vient de ce que Adam et Ève ont péché. Mais que ça veut dire que Adam et Ève, je m'excuse de vous faire un cours de théologie, mais c'est indispensable. Adam et Ève n'est pas né du coït. Ève a été tirée du corps de Adam pour faire une femme. Il n'y a pas eu de sexe. Dieu a sorti un morceau d'Adam et il en a fait une femme. OK? Cette femme, vous le savez, s'appelle Ève. Et elle n'a pas fait des trucs bien. Elle a poussé son Jules à voler le fruit de la connaissance. Bon, le gars, il n'est pas content du tout. Dieu, il les expulse du paradis. À partir du moment où ils sont expulsés du paradis, pour se reproduire, ils sont obligés de faire l'amour. Et en plus, sortis du paradis, on était obligés de bosser, de travailler. Avant, ils étaient peinards, pas de sexe, mais pas de boulot non plus, rien à faire. Bon, très bien. Maintenant, ils étaient immortels en plus. Après, ils meurent, ils ont du sexe et du travail. Hein? Bon. Non mais réfléchissez quand même. Je ne dis pas boulot, dodo et tout, hein, je dis autre chose. Sexe, mort, sexe et mort, ça va ensemble, et travail pour subvenir à nos propres besoins. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand ils copulent pour la première fois, la copula, ils transmettent la macula. Ils transmettent la faute originelle. Et que vous et nous, tous, ceux qui sont chrétiens, qui sommes chrétiens, on la transmet qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'en faisant l'amour, en faisant des enfants, on transmet, qu'on le veuille ou non, la faute originaire, la macula. Sauf une femme qui n'a pas transmis et que vous connaissez par cœur, qui s'appelle l'Immaculée Conception. Mais là encore, vous vous trompez. Parce qu'elle est 2 fois immaculée. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'elle était qu'une fois immaculée. Bon, alors j'étais comme tout le monde. Mais un théologien que j'ai interrogé, et plusieurs m'ont expliqué ma grosse erreur. Parce qu'elle est 2 fois immaculée. Pourquoi? La Vierge Marie est fille de qui? Mais vous devez savoir, quand même, Sainte Anne. Sainte Anne a eu un mari, et elle est le produit, la Vierge Marie, elle, d'un accouplement humain. Mais Dieu a suspendu la transmission du péché originel dans l'accouplement de Sainte Anne avec son mari, de sorte qu'elle est née immaculée. Et deuxièmement, elle a donné naissance à un enfant, le Christ, sans rapport sexuel. Elle est donc doublement immaculée. Parce que le Christ ne pouvait pas naître chargé
du péché des hommes. Bon. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas sortis de l'auberge, mes enfants, du point de vue des théories non scientifiques que l'humanité a inventées depuis le Pacifique jusque vous choisissez, quoi. Ça peut être Paris, ça peut être Jérusalem, ça peut être partout, quoi. Hein. Enfin, vous voyez, quoi. Bon. Alors, pour terminer, vous avez compris, du point de vue théorique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Plusieurs points sur le plan scientifique, analytique, si on peut dire. Premièrement, ces représentations de la conception, si on peut dire, hein, la présentation de la naissance, de la fabrication des enfants, ce sont des constructions imaginaires. On n'a jamais vu, d'abord personne n'avait jamais vu du sperme se transformer en enfant. Ça ne se voyait pas, hein, du sang menstruel encore moins, etc. Ce sont, bon, on prête à des substances corporelles, à des organes corporels, des capacités de transmettre la vie, mais pas complètement de la fabriquer. Bon, premièrement, vous avez donc des théories qui ne sont pas scientifiques, qui sont des représentations, autrefois on disait un peu idéologiques, mais bon, disons des représentations imaginaires, qui vont être mises en pratique réelle, des mises en scène symboliques, qui ne sont pas de la tarte, comme je vous ai raconté tout à l'heure, des initiations, des tas de trucs, on n'en finit pas, hein. La complexité, la Sainte Communion, l'initiation, enfin bref, choisissez ce que vous voulez, hein. Il y en a des milliers d'institutions. Bon. Et ces institutions sont nécessaires pour que l'imaginaire devienne réel, premièrement, et des enjeux. Deuxièmement, vous avez vu que c'était des enjeux, car ces constructions imaginaires soit valorisent l'homme de façon imaginaire, l'homme fait tout, ou elles valorisent la femme, mais en même temps il y a à côté de la femme son frère, donc ce n'est pas le pouvoir féminin automatiquement, donc il y a des enjeux. Mais surtout, selon la façon dont on a représenté l'enfant, l'appropriation de l'enfant par des adultes qui se disent ses parents n'est pas le même. Dans les sociétés patrilinéaires, le côté maternel out pour l'essentiel. Il donne des choses, il reçoit aussi. Hein. C'est pas comme ça. Dans les sociétés matrilinéaires, ça appartient à ce côté-là et pas à l'autre. Donc vous voyez, les enjeux, c'est l'appropriation des enfants. Pourquoi? Pourquoi les enfants sont socialement un enjeu dans ces sociétés, à votre avis? Simple, transmission. Transmission des terres, des titres de noblesse, des richesses, les coquillages ou n'importe quoi, comme nous. Donc l'enfant, c'est pas comme chez les chimpanzés, ils ont des enfants, mais ils transmettent rien. Tandis que là, on transmet. Et donc là, il y a un investissement social fondamental. Et les théories que vous avez entendues là sont des instruments de construction des rapports de force et de pouvoir et d'appropriation des individus par des groupes, bien entendu. Soit on est dans une société sans État et sans chefferie, etc., et donc c'est des clans ou des lignées fluides, soit on est des sociétés où non seulement il y a des groupes de parenté, mais il y a des sortes de classes sociales ou de castes. Et à ce moment-là, l'enfant, il représente ces rapports entre les groupes aussi. Si vous êtes fils de brahman, vous pouvez épouser qu'une brahmane, c'est tout. C'est fini. Vous ne pouvez pas épouser une autre personne qu'une brahmane. Et une brahmane ne peut pas épouser une autre personne qu'un brahmane. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans un système des castes, c'est encore autre chose, et je ne vous en ai pas parlé. Donc vous comprenez, en définitive, les investissements qui sont faits dans toutes les sociétés sur le sexe, sur la sexualité, sur ce qu'on appelle genre maintenant, c'est-à-dire tous les attributs sociaux de l'homme et de la femme, non pas ce côté physique d'avoir un organe ou de ne pas en avoir. C'est le fait qu'à partir du moment où on a un corps masculin et un organe masculin, un corps féminin, etc., des substances différentes, le sperme, le sang menstruel, etc., ces éléments du corps sont investis
de représentation qui sont des instruments politiques, des instruments de pouvoir. Quand je dis pouvoir, ce n'est pas pouvoir politique seulement, c'est cosmique, c'est religieux, c'est pas Jacques Chirac et l'Assemblée nationale, c'est du pouvoir, et c'est aussi le rapport au Dieu, quoi. C'est-à-dire, les gens pensent que ce n'est pas les hommes qui se sont fabriqués eux-mêmes, et qu'il y a des forces plus fortes que nous, donc ça apparaît dans des formes religieuses, tout ça, et ça se construit d'ailleurs. Et les religions sont tout à fait différentes, si c'est des religions révélées ou des religions tribales. Vous avez bien vu tout à l'heure que le soleil, pour les Barouillas, c'est avant tout leur dieu tribal. Bien que le soleil éclaire toutes les tribus à la fois, ils le savent. Mais c'est leur père. C'est leur père. Et après, vous allez, au niveau des religions universelles, avoir un seul Dieu pour toute l'humanité. Un seul père. Un père pour une tribu, un père pour l'humanité. Ça vous explique aussi une situation actuelle, mes enfants, sur les conflits entre les religions monothéistes, n'est-ce pas? Vous avez bien compris? Allez donc du côté de Proche-Orient. Vous allez voir ce que ça veut dire, le conflit dans les représentations du cosmos. Ben, je crois que je vous en ai dit assez pour la soirée, là. Bien, on a effectivement un tantinet débordé, mais s'il y a des questions, on va en prendre 2 ou 3. Oui, c'est tard. Levez la main, manifestez-vous. Voilà, monsieur. Bonjour, tout est fait pour que la procréation se passe bien. Mais que se passe-t-il lorsqu'arrive un enfant mort-né? Vous avez raison, ça c'est une très grosse question. D'abord, il y a aussi le fait que l'accouchement est difficile. Ça, c'est très important. Alors, quand un accouchement est difficile, il y a des sages-femmes partout, hein, des femmes expérimentées, des femmes plus âgées. Mais quand ça rate, moi j'ai vu ça quand j'étais en brousse, alors là, on fait venir, vous voyez, par exemple, quand il y a présentation par le siège et tout, alors on fait venir un chaman. Ou on transporte plutôt la femme dans l'espace où il y a un chaman. Et là, il fait son boulot avec de la magie. Et en général, l'enfant et la mère meurent ensemble. Parce que malgré toute la force de la magie, ça ne réussit pas tout le temps. Les enfants morts-nés, c'est toujours une affaire de, on dit en français, sorcellerie, quoi. C'est jamais une cause naturelle. D'abord, ni la naissance ni la mort ne sont naturelles pour les gens. Donc, pour répondre à votre question, tous les accidents de la conception, tous les accidents de la naissance sont prêtés à des forces négatives. Attention, les forces négatives, ça peut être votre frère qui veut tuer vos enfants et qui demande à un chaman de foutre la merde. Attention, hein, quand on dit négatif, ça veut dire qu'on utilise des forces. Mais qui les utilise? Ce n'est pas un esprit qui vient vous embêter. Ça va être votre frère qui ne veut pas que vous ayez d'enfants. Vous savez bien que les rapports de parenté unissent mais divisent. Hein? Il ne faut pas faire des sanglots longs, des violons de l'amour. Hein? Quand vous regardez les enjeux qu'il y a dans des rapports de parenté, vous savez bien qu'il n'y a pas que l'amour. Hein? Il y a la rivalité. Alors souvent, ces morts qui sont tout à fait normales, je veux dire normales au sens qu'une fausse couche et tout ça, sont prêtées à des mauvaises intentions et donc ça vous crée un problème social, c'est qu'après, le type persuadé que c'est son frère, vous voyez ce qui va se passer. On n'en finit plus après. On transpose tous les problèmes sur un autre plan. Et si, alors là, il y a d'autres sociétés où, quand une femme fait des fausses couches à répétition pendant plusieurs années, dans les sociétés où on pense que c'est un ancêtre qui se réincarne, alors là, par exemple, dans certaines régions d'Afrique, on fait des rituels à n'en plus finir pour dire, écoute, arrête ton char, à chaque fois que tu t'incarnes dans cette femme, tu fous, hein, on peut pas, alors arrête ton char, et donc on fait des cérémonies pour que cet ancêtre qui veut absolument se réincarner se calme un peu. Hein,
Ou bien on prétend que cette femme, toujours avec ses enfants morts-nés, on prétend qu'il y avait 2 ancêtres qui voulaient s'incarner au même moment et que ça fait quand même embouteillage. Bon, alors là, je rigole, mais ça fait des cérémonies. Donc, c'est ça ce qui se passe. Dans ces univers que je viens de décrire, vous ne pouvez pas penser que c'est une cause naturelle. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des chamans. Alors, j'amenais de la pénicilline, je faisais boire de la pénicilline aux gars qui étaient malades, et puis les autres faisaient les rituels sur le corps. Bon, on faisait le boulot tous les deux. Bon. Parfois, c'était ma pénicilline qui gagnait quand même. Bon. Mais ils n'étaient pas persuadés. Hein. Souvent, ils disaient, écoute, arrête ton truc, là, Maurice, la médecine des Blancs, là, arrête. Le type, il va mourir. Enfin, je dis, arrête, il n'est pas mort quand même, non? Ah non, mais laisse-le, il meurt maintenant. Mais je dis, mais non, il n'est pas en train de mourir. Mais si, son esprit est déjà parti, laisse-le. Qu'est-ce que je vais faire là? Rien. J'apprenais beaucoup en étant un assistant chaman. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors après, quand vous arrivez avec vos piqûres et tout, c'est pas mal, mais les gens refusent par exemple de se faire prendre le sang. Des prises de sang pour voir quelle maladie vous avez. Les gars, ils refusent dans beaucoup de sociétés. Comment? Vous donnez mon sang, vous allez me piquer mon sang? Non, mais c'est pas possible. Non, surtout les chasseurs et tout ça, les gars. Moi, j'ai pris du sang pour faire des études sur les structures génétiques des populations de Nouvelle-Guinée. Comme je parlais la langue et tout ça, les messieurs de Paris, là, ils étaient très intéressés par mon genre d'individu, hein, parce que je pouvais aller dans les tribus, je pouvais discuter avec les gens, ramasser le sang et le transporter sur l'Australie, sur Paris, pour faire des études de structure génétique. Mais même moi, qu'on connaissait bien dans la région et tout ça, il y avait des sociétés qui disaient, Maurice, on ne peut pas, chez nous, on ne peut pas donner son sang. Et il y a d'autres sociétés, je me souviens, au contraire, j'étais étonné, qui se précipitaient pour donner leur sang. Et même le sang des bébés. Je dis, mais non, on ne prend pas de sang des bébés, arrête. Non, non, prends tout le sang. Alors, c'est pas bon. Il faut savoir où on met les pieds, quoi. Deuxième question? Oui, on va prendre une dernière question. Non, il y en avait 3, donc il ne faut pas mentir. Il y en a plein. Sur votre gauche, là, voilà, madame, allez-y. Oui. Je sais pas, oui, allez-y. Ça marche? Oui. Bonsoir. Je voulais revenir sur votre avant-dernier exemple où vous expliquiez que les individus n'étaient absolument pas responsables de la procréation. Et je voulais savoir ce qu'il en était dans ce cas-là de la sexualité. Les 2 choses étaient totalement différenciées? Enfin, pas responsable de procréation, qu'est-ce que j'ai dit? La sexualité, elle peut très bien ne pas être immédiatement associée avec la reproduction. Donc l'homme qui est né qu'un bouche-trou, là, si on peut dire, la sexualité, c'est de la jouissance, là. Hein, ça fait du bien, quoi. Bon, ça, ils vont pas s'empêcher de faire l'amour, non? Et donc, maintenant, c'est pas lié directement ou de la même façon. Maintenant, aussi, beaucoup de sociétés pensent, ça, j'en ai pas parlé, que les femmes peuvent avoir des enfants sans rapport sexuel. Elles sont pénétrées par un dieu, par un ange, je sais pas quoi. Et donc, ils ne sont pas étonnés. Mais ils disent, comme nous, quand même, la plupart du temps, il faut faire l'amour pour avoir des enfants. Mais faire l'amour, ça ne veut pas dire la même chose. Dans ces sociétés, faire l'amour, ça ne veut pas dire la même chose que chez nous. C'est ça le problème. Et ils aiment leurs femmes et tout. Hein. Ils pleurent quand elles meurent et tout ça. Ils les battent aussi, d'ailleurs, tranquillement. Il faut voir. Ces sociétés sont assez violentes. Hein. Mais bon, j'ai connu des barouillas qui se sont pendus le jour où leur femme est morte. Ou j'en ai eu un là, qui est un gars bien comme tout. Là. Un jour, on est dans un champ, on coupe les arbres, vous savez, à la machette pour faire tomber les grandes branches. Son fils, un gamin de 10-12 ans, là, était en dessous de... Alors quand vous coupez, clac, la branche, c'est comme une lance. Elle tombe, le type, le gosse, il reçoit là. Bon, ça coule de partout le sang. Il n'était pas mort, mais... Et son père, immédiatement, est parti et on l'a retrouvé pendu le soir. C'était pendu parce qu'il a cru avoir tué son fils. En fait, il était complètement bien 5 heures plus tard, on l'avait nettoyé et tout. Ouais, tant pis. Alors c'est pour ça, je veux dire, l'amour, tout ça, il faut voir ça dans les sociétés, comment ils imaginent aussi le rapport homme-femme et l'importance des enfants aussi. Il y a des sociétés où
Bon, je vous ai dit, l'enfant chez les Barouillas, s'il meurt avant d'avoir son nom, c'est sa maman qui s'en va avec, et boum, les sœurs l'enterrent. Mais si vous allez chez les aborigènes australiens d'aujourd'hui, dont la conception, c'est qu'un enfant, c'est un esprit qui vient des ancêtres, même si le bébé meurt, il faut faire une cérémonie parce que c'est déjà un être complet qui était réapparu, et il faut lui faire une cérémonie comme un adulte. Vous allez chez les Barouillas, il n'a pas de nom, Dung. Là, alors, là, on fait des cérémonies pour un bébé qui vient de mourir autant que pour un adulte, pas chez les Barouillas. Donc vous voyez, le traitement des morts, c'est lié aussi au traitement de la naissance. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain au départ, quoi, pour voir après qu'est-ce qui devient à l'arrivée, si on peut dire, vous voyez, à la sortie, quoi. Bon, c'est pour ça que souvent les rituels funéraires sont liés aussi aux rituels de naissance. Vous voyez, ça marche ensemble dans un dispositif, quoi. Chez nous, c'est pareil. Le baptême d'un côté, et puis ensuite vous avez l'enterrement et le départ de l'âme. Je dirais, bon, c'est lié quelque part, hein. Troisième et dernière question, la meilleure. Alors, voilà, au milieu de la salle. Oui, allez-y. Je ne vous vois pas bien parce qu'on est ébloui, là. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment considère-t-il un enfant qui naît handicapé? Puisqu'il est souvent la réincarnation d'un ancêtre, Oui, mais qui n'était pas forcément lui-même handicapé. Alors, je complète votre question par une question que vous n'avez pas posée, mais qui va être dans la même catégorie. Des jumeaux. Oui, j'y ai pensé aussi aux jumeaux Alors, des jumeaux. quand vous avez parlé de... Deux traitements dans l'humanité entière. Deux traitements possibles, mais opposés. Chez les Barouillas, on tue le premier jumeau qui sort du vagin. Et on garde celui qui est le plus près du foie, qui était au fond parce qu'il était près d'une source de force. Alors après, je discute avec les femmes. J'ai dit, mais dites-moi pourquoi. Alors c'est très sympa parce qu'ils disent, hey, nous, on n'est pas comme vous, les Blancs, vous foutez rien. Écoutez bien. Enfin, quand ils disaient ça, ça veut dire quoi, ça? Nous, les femmes, on travaille dans les champs, on nourrit, on ne peut pas avoir deux enfants au sein. On en a deux là qui sont là en train de courir, j'en ai un ici. Puis en plus, je ne vois jamais les femmes blanches travailler. Évidemment, ils voient que des femmes de missionnaires et de fonctionnaires, donc ça, avec plein de serviteurs noirs autour, on ne voit jamais travailler. Bon, très bien. Et dites-vous, en plus, votre nourriture arrive en boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vu arriver les conserves. Donc, ils imaginent. Donc, c'est très rationnel ce qu'ils disent, non? Nous, on ne peut pas élever deux enfants à la fois, surtout au sein, parce qu'ils n'ont pas de nourriture de substitution. Bon. Mais d'autres sociétés, en Afrique et ailleurs, la femme qui accouche de jumeaux, elle devient la reine du village. C'est vraiment... parce que c'est un signe direct des dieux. Alors, les jumeaux et les mères de jumeaux, c'est top niveau dans la société. C'est le contraire. C'est un signe. D'un côté, c'est un malheur, de l'autre côté, c'est un bonheur. Bon. Donc, on ne peut pas généraliser. Alors, les gens qui sont handicapés, en général, sont sacrifiés. Ça, c'est pas... Bon, c'est pas... Ils ne gardent pas un enfant... Bon, chez les Barouillas, je ne vous ai pas dit, mais les femmes, c'est ça qui emmerde les hommes. Les femmes accouchent dans une maison en bas de la montagne. En haut de la montagne, la maison des hommes. Au milieu de la montagne, les maisons conjugales où on fait l'amour et on vit. En bas, près de la rivière, interdit aux hommes les maisons des femmes pour accoucher. Totalement interdit. En haut, maison des hommes, totalement interdit aux femmes. En bas, maison des femmes, totalement interdit aux hommes. Les femmes, pendant un mois, elles accouchent avec des femmes. Elles ont le bébé. Alors, au bout d'un mois, elles remontent. Bon. Souvent, elles tuent leurs enfants. Pour plusieurs raisons. Hein. Les hommes sont furieux. Ils disent, je parle argot, ces salopes, elles m'ont tué mon fils. Parce qu'ils imaginent, évidemment, vous voyez, c'est la tension. Ces salopes, elle m'a tué mon fils. En fait, c'était peut-être une fille. Mais automatiquement, société patrilinéaire, c'était mon fils. Bon, très bien, ce n'est pas le cas. Alors j'ai discuté beaucoup avec les femmes, parce que moi j'ai la généalogie de tous les Barouillas, 2000 personnes, 7 ans de travail, je les connais tous. Hein.
Mais bon, je leur disais, mais alors explique-moi pourquoi tu as tué ton enfant. Est-ce que tu en as tué? Oui, j'en ai tué le 3e. Alors, les raisons, voilà lesquelles. Premièrement, mon gars, c'est un sale con. Hein, ça fait déjà 7 enfants que je lui ai fait, j'en ai plein, j'en ai marre. Voilà, ce qui est légitime, non? Donc, ça. Deuxièmement, deuxième explication très féminine. Écoute, j'ai eu un enfant tous les ans pendant 5 ans. Là, celui-là, j'en voulais plus. Là, je peux plus. Gestion de la maternité, là, quand même. Troisièmement, bon, il était mal formé. Moi, je peux pas, je l'ai pas gardé, quoi. Donc, on a 3 explications devant un comportement infanticide qui est maternel, hein, qui est maternel. Ça, c'est pas, c'est comme ça. Dans d'autres sociétés, l'infanticide n'est pas pratiqué, hein, bien sûr. Surtout si c'est un être sacré et tout ça. Bon, très bien. Donc là ils sont très pragmatiques, les Barouillas, pour ça. Moi, mais les hommes n'acceptent pas. Hein. Comment? Est-ce que la femme est mal vue, pardon? Bien sûr. Non. Bien sûr. Alors, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est vraiment pas marrant pour elle. Hein. D'abord, le monsieur va prendre une épouse une seconde. Bon. Mais une femme qui a 9 enfants qui survivent et qui sont beaux et sains, elle devient une grande femme. Et dans le village et dans la tribu, dans les réunions publiques, si on peut dire, elle peut parler aux hommes. Une femme qui a 9 enfants, j'en ai vu, j'avais des amis, une femme qui s'appelait Nungwakak, les guerriers et tout ça, qui sont quand même des machos super, hein. Elle disait, tu vois, c'est une guerrière, celle-là. 9 enfants qui ont survécu, beaucoup de garçons en plus, donc elle était vraiment... Et elle pouvait dire des choses publiquement aux hommes, y compris avec quelques variétés d'insultes assez pornographiques, hein, du genre montrez pas vos couilles, vous les hommes, les guerriers, mais parce qu'elle avait 9 enfants. Hein. Et là, on voyait tous ces grands guerriers qui, quand même, la fermaient un peu devant cette femme. Et ils pouvaient se mettre en colère et la flinguer, hein. Mais elle avait quand même une autorité sociale. 9 enfants. Donc, travailleuse et 9 enfants. Donc, une grande femme, je m'excuse, c'est quand même assez banal, qui travaille bien et qui fait des enfants, vous voyez, un peu l'idéal quand même. Bon, c'est pas évidemment la mini-jupe, etc. C'est pas tout à fait ça. Mais les paysannes, c'était pareil. Hein. C'était pareil. C'était... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je viens du Cambrésis, ma grand-mère, vous voyez, me racontait qu'on mariait les vaches, quoi. C'était 2 fermes qui... Ouais, il y avait les vaches qui étaient mariées d'abord, puis ça passait à travers un homme et une femme. Hein. Après, on baisait un peu avec les voisins, mais ça, c'était les affaires de village. Mais le mariage, c'était d'abord 2 terres qui s'unissaient, plus les 2 troupeaux. Et ensuite, on allait à la messe, bien sûr, tous les dimanches. Hein. Ça va de soi. Ça. Tout à fait. Mais après, tout le monde savait qui baisait avec qui n'était pas son mari. Bon, c'est ça la vie au village, non? Bon. Enfin, dans le village d'autrefois. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Les gens ne sortent plus de chez eux sur la télé. Bon, enfin, je trouve que vous avez compris tout ça. Vous savez faire des enfants maintenant, au moins selon votre société, là. Vous voyez le caractère tout à fait particulier, local, de votre façon de faire des enfants. C'est vraiment une singularité, n'est-ce pas? Voilà.